Je m'appelle Hélène Dubois. Le mois dernier, en rentrant d'un entretien d'embauche, j'ai trouvé les serrures changées sur la porte de la maison de ma mère. Ma clé n'entrait plus, et un SMS de ma sœur disait tout. Ne reviens pas. Tes affaires sont dans des cartons. Je suis restée sur le perron, en talons et tailleurs, tenant une pizza à emporter dans une main et rien d'autre à mon nom. Pas d'argent, pas de logement, pas de famille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était ceci, ma grand-mère avait secrètement établi une fiducie légale dans leur dos. Et en me mettant à la porte, ils ont déclenché quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Ce qui s'est passé ensuite? Je les ai poursuivis en justice. Et je n'ai pas arrêté avant d'avoir tout récupéré. Avant de vous raconter comment le procès a tout changé, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et suivez la chaîne pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. Vous n'allez pas croire comment ça se termine. La clé ne tournait pas. Je l'ai secouée une fois, 2 fois, puis j'ai poussé de tout mon poids contre la porte, pensant que le cadre avait peut-être gonflé avec la chaleur. C'était la fin de l'après-midi, ce genre de journée de juillet humide qui rendait chaque surface collante. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean et j'ai réessayé, plus lentement cette fois, avec précaution. Rien. Mon pouce est accéléré. J'ai fixé la poignée en laiton de la maison de ma mère à Angers, la maison où j'avais grandi, celle que j'avais quittée et retrouvée plus de fois que je ne voulais l'admettre. Elle semblait la même que toujours, avec les géraniums alignés sur les marches du perron et le carillon éolien qui dansait dans la brise. Mais quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti au plus profond de moi avant même de prendre mon téléphone. Un nouveau message d'Amélie. Juste 5 mots. Ne reviens pas. Tes affaires sont dans des cartons. Je l'ai lu 3 fois avant que le sens ne me frappe. Ma sœur m'avait mise à la porte. Pas métaphoriquement. Littéralement. Elle avait changé les serrures. J'ai frappé, puis j'ai tambouriné. J'ai crié son nom à travers la porte. Rien. J'ai appelé ma mère, mon père. Messagerie vocale. J'ai fait le tour par la porte de côté, près du garage. Verrouillé. La porte arrière. Verrouillée. Chaque entrée que je connaissais, chaque raccourci dont je me souvenais de mon enfance était scellé. Je suis restée là, dans l'allée, plissant les yeux sous le soleil couchant, ma main serrant toujours la clé inutile, l'autre agrippant le sac en toile que je traînais depuis mon entretien. Je n'avais même pas enlevé mon tailleur. Mes cheveux étaient mous, mon maquillage s'estompait, mes talons s'enfonçaient légèrement dans le béton ramolli. C'était le moment le plus humiliant que j'avais vécu depuis des années, et cela incluait le jour où j'avais été licenciée 6 mois plus tôt. C'était censé être temporaire. Quelques mois à la maison après que la start-up de mode pour laquelle je travaillais à Lyon s'était effondrée suite aux coupes budgétaires post-Covid. J'avais postulé à des emplois sans arrêt, travaillé en freelance quand je le pouvais, et même pris des services dans un magasin de loisirs créatifs. Mais les économies ne durent pas éternellement et le loyer en ville était impitoyable. Quand j'avais appelé Amélie pour lui demander si je pouvais rester dans la chambre d'amis pour quelques mois, elle n'avait pas dit oui. Elle avait dit qu'elle y réfléchirait. Mais maman avait appelé le lendemain et avait dit « D'accord. Juste 6 mois. Juste le temps que tu te remettes sur pied. » C'était il y a 4 semaines. Dès le premier jour, j'ai senti que c'était une faveur qu'il me faisait à contre-cœur. Amélie m'imposait des règles comme si j'avais de nouveau 15 ans. Pas d'invités, pas de bruit après 22 heures, loyer dû le premier du mois ou dehors. Maman laissait entendre qu'il y avait des postes à pourvoir dans l'entreprise familiale, Dubois Immobilier. Papa ne disait pas grand-chose, comme d'habitude. J'ai fait profil bas. Je préparais les dîners, je faisais le ménage, j'envoyais des CV et je restais hors de leur chemin. L'entretien d'aujourd'hui m'avait semblé être un espoir. Une petite marque de mode près du centre-ville recrutait un assistant designer junior. Le salaire était bas, les heures longues, mais c'était quelque chose. J'étais partie avec le sentiment que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient changer. J'avais même pris le dîner en rentrant, une pizza, la préférée d'Amélie, pour essayer de combler le fossé. Maintenant, j'étais sur le perron avec une 4 fromages dans une main et aucun foyer où entrer. Je me suis assise sur la marche supérieure, les genoux tremblants. Le carillon au-dessus de ma tête tournait en rond, tintant de cette manière joyeuse et moqueuse. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais ce n'était pas un appel, juste une alerte, batterie faible. J'ai appelé Léo. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Salut cousine, tout va bien ?» J'ai essayé de répondre, mais ma voix s'est brisée. J'ai dégluti et j'ai réessayé. Elle a changé les serrures, Léo. Je ne peux pas rentrer. Elle ne répond pas, ni maman, ni papa. Silence à l'autre bout du fil, puis un soupir étouffé. Hélène, vérifie tes messages. Je l'ai fait. Su texto d'Amélie, Court, SEC, Final. Je ne sais pas quoi faire. Toutes mes affaires sont là-dedans. Mon ordinateur portable, mon portfolio, mes croquis, ma carte d'identité, même mon chargeur. Il y eut une autre pause, puis il a dit « Je suis à 1 heure de route, mais si tu as besoin d'un endroit. Je ne peux pas te demander ça. Tu as déjà assez à faire. »
J'avais juste besoin d'entendre une voix qui n'essayait pas de m'effacer. Tu n'es pas effacé. Pas pour moi. J'ai raccroché avant de recommencer à pleurer. Le petit hôtel près de la gare routière était le seul endroit que je pouvais me permettre sans réserver en ligne. L'homme au comptoir m'a donné une clé sans lever les yeux. La chambre sentait le moisi et la vieille colle à moquette. Le couvre-lit était fin et rêche, le genre de tissu qui colle à la peau, peu importe comment on s'allonge. J'ai laissé tomber mon sac au pied du lit et je me suis assise lentement. Mon tailleur me collait encore comme une armure que je ne méritais pas de porter. Je l'ai enlevé, puis j'ai retiré mes talons un par un jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol froid et taché. Mon téléphone était presque mort, mais je ne l'ai pas branché. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans ma main. Je n'étais même pas encore en colère. Ça viendrait plus tard. Pour l'instant, tout ce que je ressentais, c'était le vide là où une famille aurait dû se trouver. Le bourdonnement du climatiseur dans la chambre d'hôtel fut le seul son pendant ce qui sembla être des heures. J'étais allongée sur le lit, entièrement habillée, les yeux fixés sur le plafond, observant une tache d'humidité brune s'étendre comme un fantôme. Mon corps était immobile, mais mon esprit ne cessait de tourner. Il ne s'arrêtait jamais quand j'étais acculée. Il revenait toujours en arrière. Amélie avait toujours été la star, même quand nous étions enfants. Elle avait cette façon d'occuper l'espace qui faisait que tout le monde se sentait plus petit sans qu'elle ait à faire le moindre effort. Les professeurs l'adoraient. Elle avait d'excellentes notes, était capitaine de l'équipe de débat et parvenait toujours à avoir l'air de sortir d'un catalogue, même à 13 ans. J'étais la petite sœur qui traînait derrière, silencieuse, maladroite, toujours en train de dessiner dans les marges de mes cahiers. À la maison, ce n'était pas très différent. Maman la qualifiait d'« efficace », de « leader né ». Papa se contentait de sourire et d'acquiescer. Moi, j'étais sensible, rêveuse, le genre d'enfant dont il disait que ça lui passerait en grandissant. Sauf que ça n'est jamais passé. Je me souviens de la première fois où j'étais vraiment fière de quelque chose que j'avais créé. J'avais 15 ans et je m'étais inscrite à un concours régional de mode pour jeunes créateurs. J'avais passé des semaines à concevoir la robe, à couper du tissu que j'avais acheté avec l'argent de mes babysitting et à coudre chaque couture à la main. La veille de la présentation régionale, j'étais restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour ajouter des broderies de perles que j'avais apprises dans un livre de la bibliothèque. Quand le juge a appelé mon nom comme la gagnante, je ne pouvais plus respirer. Je tenais le certificat comme si c'était la preuve que j'existais, que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être montré. Je suis rentrée en courant, encore en talons et maquillée, sautillant presque. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu maman debout près de l'îlot, sirotant sa tisane du soir. Amélie était assise sur un tabouret de bar, faisant défiler son téléphone. J'ai gagné, ai-je dit, à bout de souffle. Premier place. Je vais à la finale nationale à Lyon le week-end prochain. Ils veulent que je présente 2 tenues. Maman n'a même pas sourcillé. Lyon le week-end prochain, a-t-elle dit comme si je venais d'annoncer que j'allais sur la Lune. C'est le dîner client pour la fusion Vignoble-Moreau. Ton père et moi avons besoin de toi là-bas. C'est au Grand Hôtel. Tu aides à la table d'accueil. Je suis restée là, mon trophée toujours dans le sac en toile sur mon épaule. Je pensais qu'elle n'avait peut-être pas entendu. Maman, c'est très important. Je ne suis jamais sortie de la région pour quelque chose comme ça. Ils ont dit que mon travail était original, que j'avais un point de vue. Elle a posé sa tasse un peu trop fort. Hélène, nous sommes les Dubois. Ce nom signifie quelque chose dans cette ville. On ne manque pas des événements clients majeurs pour jouer à la poupée. Amélie n'a même pas levé les yeux. J'ai hoché lentement la tête. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai enfoui le certificat au fond de mon tiroir. Je n'ai jamais envoyé le formulaire d'acceptation. Je n'en ai plus jamais parlé. C'était la première fois que je pliais. Pas la dernière. Mais il y avait une personne qui ne me laissait pas abandonner. Grand-mère Clara. C'était la mère de maman, mais elle n'aurait pas pu être plus différente. Tandis que Judith portait des talons dans sa propre cuisine et se faisait faire un brushing professionnel tous les jeudis, Clara avait les mains rêches après des décennies de couture et utilisait encore un téléphone à clapet avec des éclats de peinture sur le boîtier. Elle était la seule personne qui demandait à voir mes croquis, la seule qui se souciait de ce que je ressentais. Elle disait souvent, « La créativité est un muscle. Si tu arrêtes de l'utiliser, il oublie. » Cela me terrifiait plus que tout. Oublier comment créer me semblait pire que d'échouer. Clara m'a appris à coudre des lignes droites sur sa vieille machine Singer dans la buanderie, avec l'odeur de lavande et d'amidon tout autour de nous. Elle me donnait des chutes de velours et de lin, des boutons de vieille veste et des fermetures éclairs qu'elle gardait dans un bocal en verre. Parfois, nous restions assises en silence, côte à côte, pendant qu'elle travaillait sur un patchwork et que je cousais de petites poches ou des ourlets. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Un après-midi, après avoir manqué la finale à Lyon et alors que je déambulais dans la maison comme un fantôme, elle m'a prise à part sur la véranda. « Tu as fait quelque chose de magnifique », a-t-elle dit en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Et ta mère ne l'a pas vu. »
Mais moi, si. Promets-moi que tu ne laisseras pas cette maison te convaincre que tes rêves sont stupides. J'ai promis. Je le pensais vraiment. Mais les promesses à 15 ans sont plus légères que l'air, et je n'avais aucune idée du poids que la vie allait prendre. Clara est décédée pendant ma dernière année de lycée. Un cancer, rapide et brutal. La maison a changé le jour de sa mort. Plus froide, plus silencieuse. Maman a pleuré une seule fois, à l'enterrement, puis est retournée diriger l'entreprise. Amélie a pris la vieille boîte à bijoux de Clara sans demander. J'ai gardé la machine Singer, bien que maman ait essayé de la faire jeter. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vieille chose, Hélène? Ce n'est pas une brocante ici. Elle est maintenant dans mon garde-meuble. Je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Quand j'ai été admise à l'université d'Angers, j'ai postulé en secret à l'école d'art et de design de Lyon. J'ai même obtenu une bourse. Mais je ne l'ai dit à personne. Je savais déjà ce qu'il dirait. Alors, je me suis inscrite en commerce, comme il le voulait. J'ai fait une spécialisation en marketing, et j'ai pris des cours optionnels en textile et illustration quand je pouvais les caser. Amélie a prospéré chez Dubois Immobilier. Elle y a fait des stages au lycée, a suivi maman à chaque événement, et a eu sa première vente en solo avant d'avoir 21 ans. Son visage était sur les bancs d'arrêt de bus avant même que j'aie un CV. Pendant ce temps, je travaillais la nuit dans une friperie, j'économisais assez pour acheter du tissu en ligne, et je postais mes croquis sur Internet quand j'en avais le courage. Mon projet de fin d'études n'était pas un plan d'affaires, c'était une collection capsule de 10 pièces que j'avais confectionnée dans mon appartement d'étudiante avec des draps de seconde main et des mannequins improvisés faits de rubans adhésifs et d'oreillers. Je n'ai pas invité ma famille à la présentation. Ils ne seraient pas venus de toute façon. Maintenant, allongée dans ce lit d'hôtel avec un téléphone mort et un nœud dans la poitrine, je me sentais de nouveau comme à 15 ans. Petite, indésirable, rejetée. Mais je sentais aussi autre chose. Quelque chose de vif et de stable, comme la première piqûre d'une aiguille dans un tissu propre. J'avais abandonné trop de fois par le passé. J'avais enterré trop de rêves dans les tiroirs de cette maison. Mais pas cette fois. Pas encore. Pas alors que je n'avais plus rien à perdre. La lumière du matin se glissait à travers l'interstice des rideaux du motel, indifférente à qui elle réveillait. J'ai ouvert les yeux lentement, mon corps endolori par le matelas rigide. Le bourdonnement du vieux climatiseur continuait de ronronner en arrière-plan. Mon tailleur était chiffonné sous ma tête comme un oreiller de fortune, et j'étais toujours dans mes vêtements de la veille. J'ai instinctivement cherché mon téléphone, pour me souvenir qu'il s'était éteint quelque part durant la nuit. Je me suis redressée, les muscles protestants, et j'ai traversé pieds nus la moquette usée pour brancher mon chargeur. Puis, je me suis figée. Mon chargeur était toujours dans ma chambre, à la maison, ou peu importe où ils avaient entassé mes affaires. J'ai fixé l'écran vide de mon téléphone inutile pendant un long moment, puis je l'ai laissé tomber sur le lit et j'ai poussé un soupir tremblant. Je devais trouver une solution, et vite. Le hall du motel avait une petite machine à café et un vieil ordinateur poussiéreux dans un coin à l'usage des clients. J'ai enfilé mes baskets et je suis descendue. Le café avait un goût de carton et de regret, mais il était chaud. Je me suis assise devant l'ordinateur et je me suis connectée à mon compte en banque, espérant avoir assez pour couvrir 2 nuits de plus. Mon cœur s'est serré. 1200 €. Disparu. Le compte joint que j'avais avec Amélie, celui que nous utilisions il y a des années pour partager l'assurance de la voiture que nous avions brièvement eue en commun à l'université, portait toujours mon nom. J'y avais laissé une marge de sécurité pour les urgences. Ceci en était une. Mais le solde était à 0. Retiré il y a 2 jours. J'ai vérifié l'historique des transactions. Le retrait avait été effectué dans une agence près du bureau de maman. Le nom figurant comme titulaire principal du compte était toujours celui d'Amélie. Mon nom, en tant que secondaire, ne me donnait aucun droit, aucune alerte, aucun accès. Ce n'était plus seulement la maison. Elle avait pris mon argent aussi. Je me suis adossée à la chaise en plastique fissuré, les mains tremblantes, le cœur battant dans mes oreilles. J'ai essayé de ne pas pleurer devant l'employé à l'air blasé derrière le comptoir, qui feuilletait un magazine People aux pages cornées. Mes mains étaient glacées. J'avais besoin d'aide. Je me suis connectée au Wi-Fi du motel sur l'ordinateur et j'ai envoyé un court email à l'entreprise de design où j'avais passé mon entretien. Rien de long, juste un suivi et un remerciement. Je n'ai pas mentionné que j'étais techniquement sans abri. J'ai vérifié la météo. Orage prévu. Logique. Ensuite, j'ai écrit à Léo. Léo Martin, mon cousin du côté de ma mère, était l'un des rares parents à ne m'avoir jamais traité comme une quantité négligeable. Il vivait à Nantes, à environ 3 heures de route, et travaillait comme ingénieur en structure. Il avait toujours été calme, stable, le genre de personne qui pouvait écouter sans essayer de tout arranger. Je ne l'avais pas beaucoup vu ces dernières années, mais je connaissais encore son numéro par cœur. J'ai utilisé le téléphone de la réception du motel et j'ai composé son numéro. Il a répondu à la 2e sonnerie. Helene, CAVA. Non, ai-je dit, et ma voix s'est brisée sur le mot. Je suis désolée de t'appeler comme ça.
C'est juste que, je ne savais pas qui d'autre appeler. Parle-moi. Elles ont changé les serrures. Amélie a vidé le compte-joint. Je suis dans un motel. Je n'ai même pas mon chargeur. Mes affaires sont apparemment dans des cartons. Je n'arrive pas à joindre maman ou papa. Il est resté silencieux un moment. Je pouvais l'entendre bouger, peut-être se lever d'un bureau ou marcher dans un couloir. J'ai toujours pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça, a-t-il finalement dit. Clara aussi. J'ai cligné des yeux. Grand-mère Clara? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'en a parlé. Pas en détail, mais après son diagnostic, avant que les choses n'empirent. Elle m'a dit un jour, s'ils mettent Hélène dehors, certaines choses se mettront en place. Je pensais qu'elle parlait sur le plan émotionnel, du genre, sois là pour elle. Je me suis redressée. Elle a dit ces mots exacts. Oui. C'était au dernier Noël où elle était vraiment lucide. Elle m'a fait promettre de surveiller ça. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais qu'elle était dramatique. Apparemment, elle ne l'était pas. Tu as dit que des choses se mettraient en place. Quel genre de choses? Je ne suis pas sûre. Mais si j'étais toi, je vérifierais auprès de son notaire. Tu te souviens du vieux maître Leblanc? Elle parlait de lui comme de son arme secrète. Je n'avais pas pensé à maître Leblanc depuis des années. Il avait été l'ami de Clara depuis toujours, s'occupait de toutes ses affaires successorales, même des papiers quand elle avait déménagé dans un plus petit appartement après le décès de grand-père. Je ne l'avais pas vu depuis ses funérailles. J'ai senti une lueur. Juste une lueur, mais c'était quelque chose. Merci, Léo. Vraiment. As-tu besoin d'un endroit où rester? Je peux être là dans 3 heures. N'hésite même pas. Je voulais dire oui, mais je savais aussi que ce n'était pas le moment de flancher. Pas encore. Je crois que je dois d'abord régler quelque chose. Mais je pourrais te rappeler. C'est d'accord? N'importe quand. Et Hélène? Oui. Tu ne méritais pas ça. La boule dans ma gorge rendait la réponse difficile. J'ai raccroché et je suis retournée dans ma chambre. L'air sentait de nouveau le renfermer. J'ai ouvert la fenêtre d'un cran, laissant entrer la brise tiède. Je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé la table de chevet bon marché. Puis j'ai pris le stylo du motel et le dos d'un reçu, et j'ai commencé à écrire une liste. Trouver un chargeur. Appeler Maître Leblanc. Se renseigner sur la fiducie. Découvrir où ils ont mis mes affaires. Ne pas pleurer. J'ai souligné le dernier point. Mon estomac gargouillait, mais je l'ai ignoré. J'avais 23 € en liquide, pas de téléphone fonctionnel, pas d'ordinateur portable et aucun accès à tout ce qui était autrefois à moi. Mais j'avais un nom, le fil d'un souvenir, et peut-être, juste peut-être, une dernière carte à jouer. J'ai trouvé les coordonnées de l'étude Leblanc et Perrin sur un annuaire en ligne, assise dans le hall du motel avec un chargeur emprunté et un semblant d'espoir emprunté. L'adresse email était générique, mais j'ai tout de même envoyé un message, court et direct. Mon nom est Hélène Dubois. Ma grand-mère, Clara Martin, a mentionné Maître Leblanc comme étant son notaire. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose que je dois savoir. Je ne m'attendais pas à une réponse si rapide. Moins de 2 heures plus tard, une réponse est arrivée, non pas d'un certain Leblanc, mais d'une nommée Maître Perrin. Elle se présentait comme une associée de l'étude et précisait qu'elle gérait la fiducie de Clara depuis le départ à la retraite de son collègue en 2021. Elle me demandait si je pouvais venir en personne. Il y avait des documents, des détails. Elle n'a pas donné plus d'explications. J'ai de nouveau emprunté un chargeur à la réception, je me suis aspergé le visage d'eau froide dans la salle de bain du motel et j'ai attaché mes cheveux en un chignon. Ma blouse était froissée et mon jean avait 2 jours, mais je me suis dit que si cette femme répondait à mon email, elle en savait déjà assez pour ne pas se soucier des apparences. L'étude se trouvait dans un immeuble à la façade vitrée sur le boulevard Foch, à Angers, le genre d'endroit rempli de grandes plantes vertes et de salles de conférences insonorisées. Je suis entrée et j'ai donné mon nom à la réceptionniste. Elle m'a offert un sourire chaleureux et m'a dit que Maître Perrin serait là d'une minute à l'autre. Je me suis assise sur une chaise en cuir beige et j'ai essayé de ne pas trembler. 5 minutes plus tard, une femme d'une trentaine d'années est apparue. Elle portait un tailleur bleu marine, sans bijoux, ses boucles relevées en un chignon lâche. Ses yeux étaient vifs mais bienveillants. Hélène Dubois? Oui. Je suis Maître Perrin. Merci d'être venu si rapidement. Parlons dans mon bureau. Son bureau surplombait la main, soigné et minimaliste, avec quelques photos encadrées sur le rebord de la fenêtre. L'une semblait être une photo de remise de diplôme de droit, une autre était un cliché spontané d'elle riant avec un homme plus âgé, que j'ai supposé être Maître Leblanc. Elle m'a indiqué le siège en face de son bureau et a attendu que je m'assoie. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, a-t-elle commencé. Je sais que vous traversez une période difficile, mais ce que je vais vous montrer pourrait changer les choses. J'ai hoché la tête, les paumes à plat sur mes cuisses. Votre grand-mère, Clara, a créé une fiducie en 2015. Elle a été structurée pour protéger un ensemble spécifique d'actifs et assurer le bien-être à long terme d'un bénéficiaire.
Ce bénéficiaire, c'est vous. Je l'ai dévisagé, incertaine d'avoir bien entendu. Moi? Oui. Clara a établi la fiducie indépendamment de vos parents. Elle a transféré une partie de la propriété de sa résidence de l'époque dans la fiducie, avec une condition légale qu'elle reste une résidence à votre disposition chaque fois que vous en auriez besoin, jusqu'à ce que vous choisissiez de ne plus l'occuper. Ma gorge s'est nouée. Elle a mis la maison dans la fiducie? Pas la propriété entière, mais sa part légale au moment de la création, ce qui, compte tenu de sa participation, était suffisant pour y attacher des restrictions. Depuis lors, des fonds supplémentaires ont été déposés sur un compte de développement créatif à votre nom, géré par la fiducie. Les contributions totales au fil des ans s'élèvent à environ 150 000 €. Je me suis lentement adossée, absorbant chaque mot comme un coup. Attendez, donc cet argent, c'était pour moi? Pour ma carrière? Maître Perrin a hoché la tête. Spécifiquement destiné au développement artistique ou commercial dans le domaine créatif de votre choix. Clara a été très claire, il ne devait pas être détourné, emprunté ou retenu sans votre plein consentement. J'avais le vertige. Est-ce qu'Amélie est au courant de ça? D'après ses récentes actions, si elle l'est, elle choisit de l'ignorer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pendant tout ce temps, j'avais tiré le diable par la queue, pensant que personne ne croyait en moi, et Clara avait discrètement bâti des fondations sous mes pieds, des fondations dont j'ignorais l'existence. Il y a autre chose, a dit Maître Perrin en croisant les mains sur son bureau. La fiducie comprend un protocole d'alerte légale. Si votre accès à la résidence est refusé d'une manière qui suggère une exclusion ou des représailles, l'étude reçoit une notification automatisée liée au changement des systèmes de sécurité de la propriété. Les serrures. Exactement. La clause de sécurité de la fiducie est liée à une surveillance numérique enregistrée. Lorsque les serrures ont été changées et que l'alerte n'a pas été annulée par l'approbation d'un fiduciaire, cela a déclenché un examen interne. C'est pourquoi je vous ai contacté par email. Cet événement constitue une violation, et maintenant que vous avez confirmé qu'elle était intentionnelle, nous pouvons procéder. Procéder à quoi? À l'application. J'ai dégluti difficilement. Maître Perrin a ouvert un dossier et m'a tendu plusieurs documents. Le premier était une copie de l'acte de fiducie. La signature de Clara me fixait depuis le bas de la page. Le suivant était un détail du compte financier, date, dépôt, note. Puis une note de service de Maître Leblanc, datée de 6 mois avant son départ à la retraite, demandant un examen de l'intégrité des fiduciaires en raison de préoccupations concernant le contrôle de Judith et d'Amélie. Il se doutait de quelque chose. Il se doutait qu'elle tenterait de vous priver de votre accès. Clara aussi. C'est pourquoi elle a insisté sur des contacts de secours et des alertes. J'avais les larmes aux yeux. Clara était partie depuis des années, mais c'était comme si elle était assise juste à côté de moi dans ce bureau, guidant chaque étape. Il y a aussi ceci, a dit Maître Perrin doucement. Elle m'a tendu une enveloppe cachetée. Au dos, mon nom était écrit de l'écriture nette et inclinée de Clara. Je l'ai prise à 2 mains, craignant de la laisser tomber. Je vous laisse un peu d'intimité. Elle est sortie, me laissant en silence. J'ai ouvert la lettre avec précaution. Le papier était fin et légèrement jauni. Un léger parfum de lavande s'en dégageait. J'ai commencé à lire, mes yeux traçant chaque boucle de sa plume. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que la famille t'a trahi d'une manière que je craignais. Je veux que tu saches que tu n'es pas faible d'avoir besoin d'aide. Tu n'as pas tort de rêver plus grand qu'ils ne peuvent le comprendre. Cette fiducie n'est pas seulement de l'argent. C'est une main tendue du passé pour te soulever quand ils essaient de t'enterrer. Tu as droit à ton espace, à ta voix, à ton avenir. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Avec tout mon amour, Clara. Je l'ai lu 3 fois avant de la replier dans l'enveloppe. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De quelque chose de plus féroce, comme une chaleur dans ma poitrine. Clara ne m'avait pas abandonnée. Elle avait tout prévu. J'ai regardé par la fenêtre la rivière qui coulait lentement. Mon reflet me fixait, faible dans la vitre. Je n'avais pas l'air forte. Je ne me sentais pas forte. Mais Clara avait cru que je l'étais. Cela signifiait quelque chose. J'ai pris les documents de la fiducie, j'ai passé mes doigts sur le sceau en relief et je me suis rassise alors que Maître Perrin revenait. Alors, dit-elle doucement, que voulez-vous faire maintenant? Je n'ai pas hésité. Je veux faire respecter chaque mot de cette fiducie. Et je veux savoir où est passé mon argent. Maître Perrin n'a pas sourcillé. Elle a hoché la tête une fois, puis s'est tournée vers son écran et a cliqué sur quelques onglets. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier avant qu'elle n'imprime une petite pile de papier. Quand elle me les a tendus, son visage était calme, mais je pouvais voir une tension juste sous la surface. Ce sont les décaissements récents du compte de développement créatif, a-t-elle dit. Tous effectués au cours des 36 derniers mois. J'ai feuilleté les pages, mes yeux parcourant des colonnes de chiffres, de noms de fournisseurs et de dates. Chaque ligne racontait une histoire que je n'avais pas vécue. Intérieur du bois,
Paysagiste du Val-de-Loire, granit de précision. Une facture de 6 000 € pour un îlot de cuisine sur mesure. Une autre de 23 000 € intitulée « Réaménagement de l'aménagement paysager extérieur ». Une facture de 12 000 € d'une boutique de meubles de luxe du centre-ville. Chaque euro dépensé à mon insu, chaque centime détourné de fonds que Clara m'avait destinés. Ils avaient utilisé la fiducie pour rénover la maison. J'ai levé les yeux, ma voix sortant basse et froide. Ils ont utilisé mon argent. Mon avenir. La mâchoire de Maître Perrin s'est crispée. Oui. Et d'après ces documents, les retraits ont été signés par Judith et Amélie en tant que fiduciaires. Elles étaient légalement tenues d'utiliser les fonds uniquement conformément aux termes de la fiducie. Ces achats ne correspondent pas à ces termes. Pas même de loin. C'était comme si ma poitrine s'était effondrée sur elle-même. Elles ne m'avaient pas seulement mise dehors. Elles avaient pillé tout ce que Clara m'avait laissé, puis m'avaient claqué la porte au nez. J'ai de nouveau regardé le tableau, les colonnes se brouillant légèrement. Un total au bas de la page m'a tordu l'estomac. 123 000 €. Envolés. Et le pire, c'était de savoir que j'avais supplié pour de l'aide il y a quelques semaines à peine, supplié pour rester, pour gagner du temps, et pendant tout ce temps, elles étaient assises sur un confort volé. Je ne pense pas que je puisse me taire à ce sujet, ai-je dit lentement. Vous n'êtes pas obligé, la voix de Maître Perrin était mesurée, prudente. Nous pouvons entamer la procédure de contestation formelle de leur rôle de fiduciaire. Nous pouvons geler les actifs restants, engager une plainte civile et demander une restitution. Mais ce serait un mécanisme d'application interne. Un litige juridique privé. Elle fit une pause. Il y a une autre option. Laquelle? Le contentieux. Public, formel. Vous seriez la plaignante dans un procès civil. Cela signifierait aller au tribunal, rendre tout cela visible. J'ai regardé par la fenêtre. La rivière scintillait sous le soleil. J'ai pensé à la maison, au fait de me tenir dehors comme une étrangère, au moment où j'ai réalisé que les serrures avaient été changées, au message d'Amélie. Ne reviens pas. Elles voulaient m'effacer. Si je me tais, elles continueront à faire ça, n'est-ce pas? Oui, très probablement. Et si je vais au tribunal? Elles se battront. Elles invoqueront un malentendu familial, essaieront peut-être même de vous dépeindre comme instable ou amer. Bien sûr qu'elles le feront. Mais Clara vous a donné des outils. Et maintenant, nous avons la documentation. La fiducie, les dépenses, la violation. C'est suffisant pour monter un dossier. Je suis restée silencieuse un long moment. Maître Perrin s'est levé, s'est dirigé vers une armoire latérale et a ouvert un tiroir. Elle est revenue avec un mince dossier et une petite enveloppe. Ceci est arrivé à l'étude il y a 2 ans. Clara l'a laissé avec des instructions de ne le remettre que si la fiducie était déclenchée en raison d'une faute. Elle me l'a tendu. Mon nom était de nouveau écrit sur le devant, cette fois à l'encre plus douce, une écriture tremblante. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Hélène, si tu lis ceci, je suppose que ton cœur a été brisé d'une manière que j'espérais prévenir. Laisse-moi dire ce que les autres ne diront pas, tu ne leur dois pas le silence. Tu ne leur dois pas la grâce. Ne laisse personne utiliser l'amour comme une laisse. Tu n'es pas égoïste de vouloir récupérer ta vie. Tu n'as pas tort d'exiger ce qui t'a été promis. Tiens-toi droite, même si tes genoux tremblent. Avec amour, Clara. Des larmes ont jailli et ont coulé avant que je puisse les arrêter. J'ai plié la note et l'ai pressée contre ma poitrine. Maître Perrin m'a laissé un moment, puis s'est rassise en face de moi. Je veux intenter le procès, ai-je dit doucement. Je veux que ce soit public. Je veux qu'un juge entende ce qu'elles ont fait. Nous préparerons la plainte immédiatement. Devrais-je témoigner? Éventuellement, oui. Et nous voudrons des témoins. Toute personne pouvant corroborer le huis clos, l'abus, le schéma familial de contrôle. Madame Bernard, ai-je murmuré le nom sans réfléchir. Qui? Notre voisine. Elle m'a vu dehors ce soir-là. Elle connaît notre famille depuis des années. Elle dira la vérité. Maître Perrin a hoché la tête. Cela aide. Je la contacterai. Au moment où j'ai quitté l'étude ce jour-là, le soleil était bas derrière l'horizon. Je tenais un épais dossier dans une main et la note de Clara rangée en sécurité dans mon sac. Mes pas semblaient plus stables qu'ils ne l'avaient été depuis des jours, peut-être des années. Elles avaient pris ma maison, mon argent, mon nom sur la porte d'entrée. Mais elles n'avaient pas pris ma voix. Et j'étais enfin prête à l'utiliser. Maître Perrin a déposé la plainte un lundi matin. Elle était concise, directe et faisait près de 100 pages. Je l'ai regardé scanner une dernière fois la version finale avant de la soumettre via le portail du tribunal civil. Son expression était calme, mais je savais ce que cela signifiait. Une fois déposée, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne me contentais plus de résister en coulisses. Je sortais dans la lumière. Le procès comprenait 3 allégations principales.
manquement aux devoirs fiduciaires par les fiduciaires, utilisation non autorisée des fonds de la fiducie à des fins d'enrichissement personnel et refus illégal d'accès résidentiel accordé en vertu des termes de la fiducie. Mon nom était inscrit comme unique plaignante. Judith Dubois, Amélie Dubois et Dubois Immobilier étaient nommés comme défendeurs. J'ai fixé l'horodatage numérique qui est apparu sur l'écran de confirmation. Le procès était désormais réel. Public. Dès le mercredi, la nouvelle avait éclaté. Tout a commencé par un petit blog juridique qui suivait les affaires civiles de la région, puis cela sautait sur un groupe Facebook de la communauté d'Angers. Quelqu'un a posté un résumé avec le titre « Une jeune femme poursuit sa famille après avoir été mise à la porte de la maison fiduciaire ». Un journaliste local du Courrier de l'Ouest a repris l'affaire. Le jeudi, j'ai reçu un SMS de Léo avec un lien et 2 mots. C'est sorti. J'ai lu l'article, hébété. Il citait mot pour mot le langage de la fiducie, mentionnait les 150 000 € mis de côté pour ma carrière et soulignait les rénovations de la maison payées sans mon consentement. Il y avait une photo de la maison, un portrait d'Amélie tiré du site web de Dubois Immobilier et une image recadrée de moi provenant d'un événement d'anciens élèves de l'université que je me souvenais à peine d'avoir fréquenté. En quelques jours, Dubois Immobilier a commencé à saigner. Un investisseur majeur de Paris s'est retiré d'un projet commercial en cours. Les clients ont commencé à poser des questions. Les avis en ligne ont chuté. Leur responsable des relations publiques a publié une vague déclaration sur des « affaires familiales privées », mais cela n'a fait qu'attiser le feu. Les gens n'étaient pas seulement en colère contre la violation financière, ils étaient furieux de l'image renvoyée, une famille excluant l'un des siens, prenant tout, et prétendant que c'était justifié. J'ai essayé de ne pas lire les commentaires, mais ils étaient partout. Voilà à quoi ressemble la cupidité générationnelle. J'espère qu'elle récupérera chaque centime qu'ils ont volé. Les liens du sang ne vous donnent pas le droit d'effacer quelqu'un. Plus l'histoire se propageait, plus la température montait au sein de la maison Dubois. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu un soir vers 20h30. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un autre. Puis un troisième. À la 4e sonnerie, j'ai décroché. La voix d'Amélie est parvenue, vive et furieuse. Tu veux ruiner ta vie pour ça? Vraiment, Hélène? Tu penses que nous traîner dans la boue va t'apporter ce que tu veux? Ma main s'est crispée autour du téléphone. Je récupère ce qui était à moi. Tu te fais des ennemis dans ta propre lignée. On ne revient pas de ça. Tu as déjà pris cette décision pour moi quand tu as verrouillé la porte. Elle a laissé échapper un souffle sec. Tu ne fais pas seulement du mal à maman et papa, tu fais du mal à l'entreprise. Est-ce que tu comprends au moins ce qui se passe? Parfaitement. Tu es une idiote. Tu vas tout réduire en cendres juste pour jouer la victime. Je suis restée silencieuse. Dis quelque chose, Hélène. Tu dis que je réduis les choses en cendres, ai-je dit calmement, mais je crois que tu as juste peur que la maison n'ait jamais été à toi pour commencer. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu te tires une balle dans le pied. Je reprends le terrain sur lequel j'ai toujours été. Puis j'ai raccroché. J'ai laissé le silence s'installer après cet appel. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je me suis juste assise au bord du lit du motel et j'ai laissé le calme me prouver que j'étais toujours debout. Le soir même, Maître Perrin m'a envoyé une mise à jour par email. Le tribunal avait fixé une date d'audience préliminaire pour 2 semaines plus tard. Elle a également confirmé que Madame Bernard, notre voisine, avait accepté de témoigner. Elle se souvenait de m'avoir vue dehors la nuit où les serrures avaient été changées. Elle se souvenait aussi d'une conversation qu'elle avait eue avec Clara 2 ans plus tôt sur la protection de mes droits dans cette maison. Une autre brique dans les fondations. Chaque jour, je vérifiais ma boîte de réception pour des mises à jour. Chaque nuit, je me rappelais que ce combat n'était pas seulement une question d'argent ou de propriété. Il s'agissait de récupérer l'espace qu'on m'avait dit que je ne méritais pas, de prouver que la fiducie de Clara n'était pas seulement légale, elle était morale. Elle était juste. J'ai commencé à mieux dormir, à manger de nouveau. J'ai trouvé un poste à temps partiel dans une petite coopérative de designers près du centre-ville qui me laissait dessiner pendant les après-midi calmes. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me redonnait un peu de structure, un endroit où mettre mes mains au travail pendant que les rouages juridiques tournaient. Et quand je passais devant les kiosques à journaux et que je voyais les mots « litige familial Dubois » sur un titre en papier glacé, je ne sourcillais pas. Elle m'avait voulu silencieuse, mais j'avais choisi la loi. J'avais choisi la vérité. Et je ne reculerai pas. C'était un vendredi après-midi tardif quand Léo a appelé et a demandé si nous pouvions nous voir dans un endroit calme. Sa voix était stable, mais il y avait un courant sous-jacent que je ne reconnaissais pas. Il a proposé de venir de Nantes en voiture et a dit qu'il avait quelque chose d'important à me donner. Je lui ai dit de me retrouver au petit café à côté de la coopérative où j'avais commencé à travailler à temps partiel. Il est arrivé en avance, comme toujours. Il avait l'air fatigué, usé d'une manière qui ne venait pas du manque de sommeil. Il a commandé 2 cafés glacés et a glissé l'un d'eux vers moi sur la table sans un mot.
Tu as dit que tu avais quelque chose. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti une petite clé USB, du genre qui s'accroche à un porte-clés. Il l'a tenue entre deux doigts un moment avant de la poser doucement sur la table entre nous. J'ai trouvé ça en fouillant dans une boîte de vieilles affaires de chez grand-mère. C'était quand je l'ai aidée à emballer en 2015, juste après qu'elle ait mis à jour ses documents de succession. Elle m'a donné ça et m'a dit de ne pas l'écouter à moins que les choses ne tournent mal. Je pense qu'il est temps. J'ai fixé la clé. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un enregistrement. Je l'ai écouté une fois avant de venir. Hélène, tu dois entendre ça. Nous sommes retournés à la coopérative après la fermeture, où j'avais une clé et accès à un bureau à l'arrière. J'ai branché la clé USB dans l'ordinateur de bureau, cliqué sur le seul fichier audio et monté le volume. La voix de Clara a rempli la pièce, d'abord calme mais ferme. Je ne changerai pas les documents, Amélie. Je te l'ai déjà dit. Puis la voix d'Amélie, plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne fait même pas partie de cette famille, grand-mère. Elle ne travaille pas, elle ne se montre jamais. Tout ce qu'elle fait, c'est dessiner des trucs que personne ne veut porter. Clara a de nouveau coupe court. Elle rêve. Elle essaie. C'est plus que la plupart des gens. Il y eut une pause, puis Amélie, encore plus froide. Si tu ne mets pas à jour la fiducie, je dirai tout à maman. Tu sais qu'elle ne tolérera pas ça. La voix de Clara, inébranlable. Tu penses que les menaces me feront douter de mon propre jugement? Si je ne croyais pas en Hélène, je ne lui laisserais pas un seul centime. Mais j'y crois. Et ça te terrifie, n'est-ce pas? J'ai avancé la main et j'ai arrêté la lecture. Mes doigts tremblaient. Léo était assis en face de moi, le visage pâle. Elle a essayé de lui forcer la main. Même à l'époque. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. Elle détestait que Clara me voie. Qu'elle me fasse confiance avec quelque chose de réel. Nous sommes restés en silence un moment avant que je n'enregistre une copie du fichier audio sur ma propre clé USB et que je la glisse dans mon sac. C'était une preuve de plus, un morceau de Clara qui se battait encore pour moi de l'au-delà. Ce soir-là, je pliais du linge au motel quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert avec prudence, m'attendant à moitié à un journaliste ou peut-être à quelqu'un de Dubois Immobilier essayant d'arranger les choses. Mais c'était mon père. Gérard Dubois se tenait dans le couloir faiblement éclairé, les mains dans les poches d'un coupe-vent. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir, et ses épaules semblaient plus étroites qu'auparavant. Il n'a pas parlé tout de suite. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée sans un mot. Il s'est assis sur la seule chaise pendant que je me perchais au bord du lit. « Tu m'as trouvé ?» ai-je finalement dit. Ce n'était pas difficile. J'ai attendu. Il a expiré. Ta mère et ta sœur ont toujours eu des opinions bien arrêtées. Tu sais ça. C'est une façon de voir les choses. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Sur la façon dont elle te traitait. Sur ce que Clara voulait. Tu savais? Je savais des bribes. Assez pour me sentir mal à l'aise. Mais chaque fois que je commençais à poser des questions, ta mère me coupait la parole, ou Amélie disait que j'imaginais des choses. Je ne voulais pas faire de vagues. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu es resté là pendant qu'elle m'effaçait. Je ne voulais pas tout perdre. Et moi, si, ai-je lâché. J'ai tout perdu parce que tu n'as pas élevé la voix. Tu les as laissés me fermer la porte au nez. Tu les as laissés me voler. Ses épaules se sont affaissées. Je sais. Vraiment? Parce que le silence est un choix aussi, papa. Et le tien a fait de toi leur complice. Il a hoché lentement la tête, les yeux humides. Je suis venu ce soir non pas pour demander pardon. Je suis venu parce que je le vois maintenant. Ce qu'elles ont fait. Ce que j'ai permis. Je ne peux rien annuler de tout ça. Mais je devais te le dire en face. Que tu avais raison. Cela ne réparait rien, mais ça a fissuré quelque chose en moi. Peut-être n'avait-il pas été cruel. Peut-être avait-il simplement été lâche. Mais au final, j'avais souffert de la même manière. Il s'est levé pour partir, sa voix tremblait en le disant. Quoi qu'il arrive au tribunal, je parlerai si tu as besoin de moi. J. Duray, La Verite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il est parti sans demander une étreinte, sans essayer de rendre les choses nettes. J'ai fermé la porte et je me suis assise en silence, la chambre du motel bourdonnant faiblement autour de moi. Le passé n'était plus une douleur lointaine. Il était enregistré. Il entrait dans mon espace et me regardait dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai senti que l'obscurité commençait à se fissurer. Le palais de justice d'Angers se dressait, haut et gris, contre le ciel matinal. Je suis arrivé avec Maître Perrin 20 minutes avant l'audience, l'estomac noué. Je portais le seul tailleur que je n'avais pas plié au fond de ma valise, les cheveux relevés en un chignon, les mains serrées pour ne pas trembler. L'audience se tenait dans une modeste salle d'audience civile au 3e étage. Pas de caméra, pas de jury. Juste un juge, 2 longues tables et le poids croissant de tout ce qui m'avait amené ici. De l'autre côté de la salle,
Judith était assise dans un tailleur-jupe bleu marine, les lèvres pincées. Amélie portait du noir, son expression indéchiffrable. Gérard était assis quelques rangs derrière, ni à côté d'elle, ni à côté de moi. Leur avocate, une femme nommée Maître Lambert, arborait un sourire étudié et une pile de notes qui semblait répéter jusqu'à la ponctuation. Maître Perrin s'est penché vers moi. Restez ancrés. Laissez les preuves parler en premier. La vérité gagne si nous écartons le bruit. La juge Manning est entrée ponctuellement à 9 heures. Une femme d'une 60aine d'années, sévère mais pas hostile. Elle a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le résumé de l'affaire. Il s'agit d'une audience préliminaire dans l'affaire Hélène Dubois contre Judith Dubois, Amélie Dubois et Dubois Immobilier, concernant le manquement aux devoirs fiduciaires, le retrait illégal des droits résidentiels et l'utilisation abusive des actifs de la fiducie. Entendre ces mots à voix haute a changé quelque chose en moi. Ça n'était plus seulement de la douleur, c'était une structure, un cadre, une revendication. Et je n'étais pas invisible dedans. Maître Lambert s'est levé pour parler la première. Madame la juge, les défenderesses soutiennent qu'elles ont agi en croyant détenir un pouvoir discrétionnaire légitime sur la propriété et les comptes financiers en question. À aucun moment leur intention n'a été de nuire à mademoiselle Dubois, elle cherchait plutôt à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la valeur de la maison et de l'héritage familial. La réponse de Maître Perrin a été nette. Respectueusement, cette déclaration contredit directement les termes de la fiducie, qui n'accorde aucun pouvoir discrétionnaire sur l'occupation sans le consentement de la bénéficiaire. De plus, les registres financiers montrent un enrichissement personnel sous couvert de rénovation qui n'ont apporté aucun bénéfice à mademoiselle Dubois, qui, à l'époque, ne résidait pas dans la maison en raison d'une exclusion forcée. Elle a présenté une copie de la fiducie, soulignant la clause qui garantissait mon droit à vie d'occuper la propriété et une autre clause spécifiant l'utilisation restreinte des fonds de développement créatif. Puis, elle a remis les registres de dépenses. 32 pages. Rénovation de la cuisine, mobilier de terrasse, carrelage de luxe, un système de son surround pour un salon dans lequel je n'avais pas mis les pieds depuis avril. La juge Manning a parcouru les documents lentement, puis a levé les yeux. Maître Lambert, vos clientes ont-elles obtenu l'approbation de la bénéficiaire avant d'entreprendre ces dépenses? Maître Lambert s'est raclé la gorge. Pas formellement, madame la juge. Elles ont interprété les rénovations comme un entretien nécessaire. Un entretien nécessaire n'inclut pas 12 000 € dépensés en luminaire de designer, a déclaré sèchement la juge. Puis, Maître Perrin a lancé l'enregistrement audio. La voix de Clara a rempli la salle d'audience, calme, ferme. La voix d'Amélie, plus aiguë, plus en colère. Les mots ont fendu l'air. Si je ne croyais pas en Hélène, je ne lui laisserais pas un seul centime. J'ai vu les épaules d'Amélie se tendre. Judith regardait droit devant elle, le visage impassible. Enfin, Maître Perrin a appelé Madame Bernard à la barre. Le greffier l'a fait prêter serment et la femme âgée s'est avancée avec précaution, sa canne tapant doucement sur le linoléum. Elle a ajusté ses lunettes et a regardé directement la juge Manning. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu la nuit en question? J'ai vu Hélène devant la maison. Elle pleurait, elle frappait à la porte. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle m'a dit que les serrures avaient été changées. A-t-elle essayé de contacter sa famille? Oui. Personne n'a répondu. Avez-vous déjà parlé avec Clara Martin de la fiducie? Oui, plusieurs fois. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait qu'Amélie prenne le contrôle de tout. Elle a dit que la fiducie était sa façon de protéger la place d'Hélène dans la famille. Merci, Madame Bernard. Et puis, Maître Perrin a appelé mon père. Je n'ai pas respiré. Gérard s'est levé lentement, s'est approché de la barre et a prêté serment. Il a évité de me regarder. À Monsieur Dubois, pouvez-vous décrire votre rôle dans la gestion de la fiducie? J'étais inscrit comme cofiduciaire après le décès de Clara, mais ma femme et ma fille géraient la plupart des communications avec les avocats et les finances. Étiez-vous au courant que des fonds étaient retirés pour des améliorations de la maison? Oui. Les avez-vous approuvés? Judith a dit que c'était nécessaire pour moderniser la maison. Elle a dit que cela faciliterait la justification si des questions se posaient. Avez-vous déjà demandé la permission d'Hélène? Non. Pourquoi pas? Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Et je ne voulais pas contester ce qui avait déjà été décidé. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Merci, Monsieur Dubois. J'ai vu la juge prendre une note. Lorsque l'audience a été suspendue pour le déjeuner, la pièce ressemblait à un ballon sur le point d'éclater. Maître Perrin a touché doucement mon épaule. C'était significatif. Il a finalement admis. Oui. Et cela change le ton de tout. Je me suis levée et je suis sortie dans le couloir, les jambes lourdes. Je pouvais sentir les yeux d'Amélie sur moi en passant, mais je n'ai pas tourné la tête. Pour la première fois depuis des années, l'histoire n'était pas racontée par elle.
Elle était racontée par des faits, par des voix qui avaient été autrefois silencieuses. Et cela changeait tout. La semaine suivante, Dubois Immobilier était en chute libre. Le journal économique local a publié un article en première page intitulé « Fissure dans l'héritage, le procès familial Dubois secoue le marché immobilier ». Un autre projet de développement s'est effondré, cette fois un projet résidentiel qui était en négociation depuis des mois. 2 autres clients se sont retirés, invoquant des préoccupations concernant la transparence financière. Et sur les radios locales, les animateurs disséquaient l'affaire comme si c'était un feuilleton. Amélie avait bâti la marque de l'entreprise sur une image de force, de famille et de stabilité. Maintenant, cette image se fissurait de la manière la plus publique qui soit. Je ne me réjouissais pas du chaos, mais je ne pouvais nier la justice tranquille de la situation. Pour une fois, leurs conséquences n'arrivaient pas derrière des portes closes. Elles arrivaient en gros titres, sur des contrats, dans les mêmes espaces qu'elles avaient autrefois utilisés pour me réduire au silence. Maître Perrin et moi nous sommes rencontrés ce jeudi-là pour préparer la prochaine audience. Elle m'a tendu une enveloppe avant que nous commencions. Ceci a été livré à l'étude ce matin, a-t-elle dit. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier à en-tête pliée, écrite de la main cursive inimitable d'Amélie. Hélène, s'il te plaît, ça suffit. Prends la maison. Prends le fonds. J. Anime Betray Plus. J'avais tort. Amelie. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication. Juste une reddition en 7 lignes. J'ai fixé le papier, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de soulagement. Juste un étrange calme vide, le genre qui vient après avoir traversé une tempête et réalisé que le vent ne peut plus vous atteindre. Je me souviens de la première fois où elle m'a traité de fardeau. J'avais 15 ans, debout devant la cuisine pendant qu'elle et maman discutaient autour d'un verre de vin. Elle pensait que j'étais dehors en train de dessiner. Je n'y étais pas. J'étais entrée pour prendre un verre d'eau et je m'étais figée en l'entendant dire « Elle doit grandir. Elle flotte dans un monde imaginaire, c'est embarrassant. C'est un poids pour cette famille. » Maman n'avait rien dit. Ce mot m'a collé à la peau pendant des années. Poids. Inutile. Embarrassante. Je me souviens qu'elle avait refermé violemment mon carnet de croquis quand je lui avais montré mon portfolio de fin d'études. Personne ne va acheter ça. Arrête de perdre ton temps. Et des années plus tard, quand je suis rentrée à la maison après l'échec de la start-up, elle se tenait dans le salon, les bras croisés, me regardant comme si j'étais déjà partie. Tu as presque 40 ans, Hélène. Tu penses encore que le monde te doit une scène? J'avais tout absorbé. Et pourtant, j'avais espéré plus. Maintenant, elle voulait m'offrir la maison et le fonds comme si cela effaçait ce qu'elle avait fait. J'ai sorti un stylo, retourné la carte, écrit 2 mots. Trop tard. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai laissée à Maître Perrin. Elle n'a pas demandé ce que j'avais écrit. Elle a juste hoché la tête une fois et l'a ajouté au dossier. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans la banquette arrière du même café où j'avais rencontré Léo. L'endroit était calme, une douce musique de jazz jouait en fond sonore. Le genre d'ambiance qui, autrefois, m'aurait fait sentir que je n'étais pas à ma place. Mais plus maintenant. Maintenant, je me sentais solide dans ma peau, stable. Non pas parce que le procès était presque terminé, mais parce que j'avais appris que je pouvais survivre sans leur approbation, sans leur définition de la valeur, de l'amour ou du succès. J'ai pensé à la voix de Clara dans l'enregistrement, son refus de se laisser intimider pour réécrire la fiducie, la clarté féroce de ses mots. Si je ne croyais pas en Hélène, je ne lui laisserais pas un seul centime. Elle m'avait vu. Pas comme un fardeau, pas comme une erreur, mais comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Et cette fois, c'était moi qui me battais. Sans larmes, sans excuses, et sans aucune envie de faire marche arrière. La salle d'audience était bondée quand je suis entrée. Les journalistes n'avaient pas accès à la salle, mais cela ne les empêchait pas de rôder dans le couloir, chuchotant, consultant leur téléphone pour des mises à jour en direct. Mon cas était devenu le symbole de quelque chose de plus grand, la trahison familiale, l'abus financier, le genre d'histoire de vengeance à combustion lente que les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder. Maître Perrin m'a retrouvée devant les portes de la salle d'audience. Elle était impeccable dans un tailleur anthracite et calme comme seuls les avocats et les joueurs de poker peuvent l'être. « Prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête une fois. Il n'y avait plus rien à craindre. Plus maintenant. À l'intérieur, l'air était chargé de tension. Amélie était assise à la table de la défense, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le grain du bois devant elle. Judith était assise à côté d'elle, les joues pâles, les doigts tordant la lanière de son sac à main encore et encore, comme une bouée de sauvetage. Gérard était quelques rangs derrière eux, seul. Maître Perrin et moi avons pris nos places. La juge est entrée. La cour a été déclarée ouverte. C'était le moment. La juge Manning a commencé par résumer l'affaire,
le manquement aux devoirs fiduciaires, l'utilisation abusive du fonds créatif, le huis clos illégal et le préjudice émotionnel et financier qui m'avaient été infligés en tant qu'unique bénéficiaire désigné de la fiducie Clara Martin. J'écoutais attentivement, le regard fixe, la respiration régulière. J'avais attendu longtemps que quelqu'un dise ces choses à voix haute. Les conclusions de ce tribunal sont maintenant inscrites au dossier, a-t-elle fait une pause. Il est du jugement de ce tribunal que les défendresses, Judith Dubois et Amélie Dubois, ont sciemment et à plusieurs reprises violé les termes de la fiducie Clara Martin, entraînant un détournement financier, un déni illégal des droits de la bénéficiaire et un manquement aux obligations légales et éthiques en tant que fiduciaire. Elle a levé les yeux de ses notes, droit sur elle. Avec effet immédiat, toute autorité de fiduciaire est révoquée. Les défendresses doivent être remplacées par un fiduciaire indépendant approuvé par le tribunal. Aucune d'elles n'a bougé. Les épaules d'Amélie étaient si tendues qu'elles semblaient taillées dans la pierre. Judith avait arrêté de tordre son sac. Elle était juste assise là, les lèvres légèrement entr'ouvertes, clignant des yeux comme si elle n'avait pas compris ce qu'elle venait d'entendre. La juge Manning a continué. Une restitution d'un montant de 80 000 € doit être versée à la fiducie dans un délai de 90 jours. Tout manquement à cette obligation entraînera une saisie d'actifs conformément au Code de l'État. Un murmure s'est élevé de quelqu'un au fond de la salle. De plus, la plaignante, mademoiselle Hélène Dubois, se voit accorder un accès complet à tous les fonds restants, comme indiqué dans l'acte de fiducie original, à utiliser à sa seule discrétion dans la poursuite de sa carrière. Et de sa résidence. J'ai senti mon souffle se couper, non pas par surprise, mais par la finalité de la chose. Ce n'était pas temporaire. C'était à moi. De plus, le tribunal reconnaît la rétention abusive des biens personnels de la plaignante, qui doivent être restitués dans un délai de 15 jours ouvrables. Tout manquement à cette obligation entraînera des amendes et d'autres sanctions. Et enfin, en raison du préjudice émotionnel clair et répété, le tribunal émet une ordonnance restrictive limitée. Ni Judith Dubois ni Amélie Dubois ne peuvent engager de communication directe avec la plaignante sans son consentement écrit préalable. C'était comme si l'air avait changé. Pas plus léger, exactement. Juste plus clair. Et maintenant, le tribunal exige que les deux défenderesses soumettent des excuses écrites formelles à la plaignante, reconnaissant leur manquement et son impact. Ces excuses seront versées au dossier public. Judith a laissé échapper un petit hoquet. Amélie ne bougeait toujours pas. Ses yeux étaient rivés sur la juge, son expression indéchiffrable, mais j'ai vu la rougeur monter le long de son cou. Le silence était une punition suffisante. La juge Manning a frappé une fois de son marteau. L'audience est levée. Maître Perrin s'est tourné vers moi, sa voix basse. « Tu l'as fait. » « Non. Clara l'a fait. J'ai juste suivi le plan. » Elle a souri doucement, puis m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'autorisation de transfert légal pour l'appartement que j'avais choisi la semaine précédente. Attachée, il y avait une seule clé. Pas une clé symbolique. Une vraie clé, pour une vraie maison. Ma maison. Je me suis levée de mon siège lentement, absorbant le moment. Judith pleurait doucement, le genre de larmes qui arrive trop tard. Amélie regardait ses mains comme si elles lui étaient étrangères, comme si elles avaient agi sans sa permission. Aucune ne m'a regardée. Gérard s'est levé quand je suis passée devant lui. Il n'a pas parlé, mais ses yeux m'ont suivi jusqu'à la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, le soleil tapait sur le béton. Les journalistes se sont précipités vers moi, les caméras levées, les voix criant mon nom. Je suis passée devant eux tous, la clé serrée dans ma paume comme une encre. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reconquête. Elle m'avait mise à la porte de la maison où j'avais grandi. Maintenant, j'avais un jeu de clés que personne ne pouvait m'enlever. Et je n'avais pas eu besoin de leur permission pour tourner la serrure. De tous les endroits où j'imaginais finir, je n'aurais jamais pensé que ce serait un appartement au 3e étage sans ascenseur dans le quartier de la Doutre, avec des parquets qui craquent et des fenêtres qui captent la lumière du matin juste comme il faut. L'immeuble se trouvait au-dessus d'une petite librairie indépendante et sentait le café moulu et le vieux papier. Ce n'était pas grand, juste un 2 pièces avec une cuisine ouverte et une tache de soleil qui se déplaçait sur le sol du salon comme une promesse. Mais c'était à moi. La première nuit où j'y ai dormi, je n'ai rien déballé. Je me suis allongée sur le sol dans un sac de couchage, fixant le plafond, écoutant le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur. Pas de voix derrière les murs me disant de grandir. Pas de pas faisant les 100 pas dans le couloir en marmonnant sur les responsabilités et les réputations. Just the silence. Mon silence. Une semaine plus tard, mes cartons sont arrivés. Léo les a amenés depuis mon ancien garde-meuble près de la ville. Il nous a fallu un après-midi pour les monter par l'escalier étroit, tous les deux en sueur et riant tout le long. Tu es sûr de ne pas vouloir la vie avec ascenseur? A-t-il plaisanté, en posant le dernier carton marqué « Tissu ». C'est la vie avec ascenseur, ai-je dit. Juste avec du cardio vertical inclus. Ce soir-là, après le départ de Léo, j'ai ouvert.
Le carton que Clara avait étiqueté de son écriture soignée il y a des années. C'était le dernier que j'avais à déballer. Je n'étais pas prête avant. À l'intérieur se trouvaient ses outils de couture, un coussin à épingles délavé avec de minuscules perles encore piquées dedans, une paire de ciseaux en argent bien aiguisés, un carnet avec ses initiales sur la couverture et des échantillons de tissu pressés entre les pages. Et tout au fond, mon premier carnet de croquis. Celui qu'elle m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Je ne l'avais pas vu depuis des années. J'ai passé la main sur la couverture et j'ai feuilleté les pages. Il y avait des dessins au crayon de choses que je n'avais jamais eu le talent de réaliser à l'époque, des ourlets enroulés, des cols brodés, des jupes qui semblaient pouvoir voler. Je pouvais entendre sa voix si clairement. Ne les laisse jamais couper le fil, ma chérie. Pas s'ils mènent à qui tu es. J'ai passé les semaines suivantes à construire quelque chose de nouveau. J'ai commencé petit. J'ai réparé une vieille machine à coudre que Léo avait trouvée dans un vide-grenier, installé une table pliante près de la fenêtre, acheté un mannequin de couture avec une partie des fonds restants. Et j'ai travaillé. Des heures chaque jour. Dessinant, cousant, échouant, ajustant, recommençant. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. J'ai nommé la collection « Le fil de Clara ». Cela semblait juste. Un hommage, un lien, une ligne allant de ses mains aux miennes. Maître Perrin est venu un samedi après-midi, apportant des plats à emporter et une bouteille de vin. « Cet endroit te ressemble tellement », a-t-elle dit en retirant ses talons en entrant. En désordre. Vivante. Elle s'est approchée du mannequin et a passé la main sur l'une des pièces en cours. « Tu as été occupée. »« Je fais une petite thérapie avec du tissu, » ai-je dit. Elle a souri. « Tu n'as pas seulement gagné un procès, Hélène. Tu as redémarré ta vie. La plupart des gens n'ont jamais cette chance. » J'ai versé 2 verres de vin. La plupart des gens n'ont pas une Clara dans leur camp. Elle m'a regardé, les yeux doux. Non. Mais ils t'ont, toi, maintenant. Quelqu'un qui a traversé le pire et qui en est ressorti en cousant. Nous avons trinqué. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, j'ai lancé le site web lefildeclara.com. C'était simple, épuré. Une page d'accueil avec 5 pièces, toutes faites à la main, photographiées sur des mannequins avec un éclairage doux et sans filtre. Chaque création avait une courte description en dessous, et en bas de la page, une citation du carnet de Clara. Cool la vie que tu imagines. Les commandes n'ont pas afflué, mais elles sont venues. Quelques-unes au début, puis un article sur un blog local, puis un message privé d'un directeur artistique de Lyon me demandant si j'envisagerais de présenter ma ligne à leur événement de galerie d'automne pour les femmes dans le design. J'ai dit oui avant de pouvoir trop réfléchir. Le jour où le premier paiement complet a atteint mon compte professionnel, je suis restée au milieu de l'appartement et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais dépassée. Parce que je ne l'étais pas. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais stable. L'appartement n'avait pas encore beaucoup de meubles. Pas de canapé, pas de tapis. Juste une lampe de seconde main et un pouf que j'avais acheté sur un coup de tête. Mais chaque coin contenait quelque chose qui m'appartenait, des échantillons de tissu épinglés sur un tableau de liège, un calendrier avec des dates limites de création, mes vieux carnets de croquis alignés comme une bibliothèque de la fille que j'étais. L'immeuble était calme la plupart du temps. Beaucoup d'artistes, de freelance, une violoncelliste qui répétait à des heures indues. Cela ne me dérangeait pas. Je m'étais habituée au rythme de la création en solitaire. Parfois, je m'asseyais près de la fenêtre au petit matin avec un café et je regardais le soleil se répandre sur le sol, et je pensais à ce que Clara pourrait dire si elle était là. Je pense qu'elle sourirait. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais choisi de ne pas laisser leur petitesse me diminuer. Personne n'allait plus me couper les ailes. Et cette fois, si quelqu'un essayait, je savais comment les recoudre moi-même. C'était un mardi matin, à la mi-juin, quand mon téléphone a vibré, l'écran s'illuminant d'un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Amélie Dubois. Pendant un instant, je l'ai juste fixé. Le soleil se levait lentement sur la doutre, projetant une douce lumière ambrée à travers la fenêtre sur ma table à dessin. Mon café était posé à côté, intact, à côté des esquisses au crayon d'une veste d'automne que j'avais retravaillée tout le week-end. À côté de cela, une vieille photo de Clara, les bras croisés et les yeux flamboyants de ce genre de fierté que je n'avais pas réalisé qui vivait aussi en moi. Le téléphone continuait de sonner. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser aller sur la messagerie vocale, prétendre que je ne l'avais pas vu. Mais la curiosité n'est pas toujours polie, et la conclusion a sa propre voix. J'ai décroché. Sa voix était faible, comme un vent essayant de passer à travers une fenêtre fissurée. Helene. Je n'ai rien dit. Elle a réessayé, plus doucement cette fois. Je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler. C'est juste que je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. J'ai perdu l'appel. Le tribunal a tout confirmé. L'argent, le changement de fiduciaire, l'ordonnance restrictive. Dubois Immobilier est à peine debout. Les clients sont partis, les entrepreneurs ne rappellent pas.
J'ai déménagé de la maison familiale la semaine dernière. Maman vit chez une cousine à Saumur. Papa ne me répond pas. Tout est parti. Elle a fait une pause, comme si elle attendait que je lui offre de la sympathie. Je ne l'ai pas fait. Elle a expiré lentement. Tu as gagné. Tu as eu ce que tu voulais. Est-ce qu'on peut t'arrêter maintenant? Peux-tu retirer la plainte avant qu'il ne porte plainte pour outrage au tribunal pour le retard dans la restitution? S'il te plaît. Je te le demande. Je suis fatiguée. Sa voix s'est brisée à la fin, comme si quelque chose en elle avait finalement cédé. J'ai attendu un temps, puis un autre, et puis j'ai parlé. Quand j'ai perdu mon emploi et que j'ai demandé à rester 6 mois le temps que je trouve autre chose, tu as dit que j'étais pathétique. Tu as dit que j'avais presque 40 ans et que je vivais encore dans un monde imaginaire. Quand je t'ai supplié de ne pas changer les serrures pendant que j'étais à un entretien, tu as emballé ma vie dans des cartons et tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. J'ai dormi dans un motel pendant 5 nuits avec 23 € sur mon compte. Tu n'as jamais appelé. Tu n'as jamais demandé si j'allais bien. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, lentement, irrégulièrement. Je ne retire rien. Pas parce que je veux me venger, plus maintenant. Mais parce que des gens comme Clara ont écrit des règles pour une raison. Parce que quand on les enfreint, il devrait y avoir des conséquences. Et parce que je ne te dois pas une sortie propre après que tu m'aies enterrée vivante. Elle n'a pas parlé. J'ai mis fin à l'appel. Pas de cris, pas d'insulte finale. Just the silence. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé à nouveau le croquis devant moi. Un manteau à col haut avec des broderies cousues main sur les épaules. J'ai pris le crayon et j'ai assombri quelques lignes. Dans mon esprit, je pouvais entendre à nouveau la voix de Clara, nette et claire. Continue de coudre, même quand ils te disent d'arrêter. Une notification a retenti sur mon ordinateur portable. Un email du collectif des Arts d'Angers confirmant ma place pour l'exposition d'automne. Ma première exposition publique. Mon nom. Mes créations. Mon histoire. Cousue dans chaque couture. J'ai souri, laissant l'information s'imprégner. Je me suis levée et j'ai traversé la pièce jusqu'à la bibliothèque. J'ai sorti à nouveau le carnet de Clara. Glissé dans la poche avant se trouvait une photo de nous dans son ancien salon. J'avais 16 ans, maladroite et pleine d'espoir, tenant une robe de travers que j'avais faite avec des restes de tissu de rideau. Elle riait, une main posée sur mon épaule, l'autre serrant un coussin à épingles comme un trophée. Je l'ai encadrée et l'ai placée à côté de la fenêtre, là où la lumière la touchait chaque matin. Certaines personnes naissent dans des familles. D'autres en construisent une à partir des fils laissés derrière. Léo appelait encore chaque semaine pour prendre des nouvelles. Maître Perrin était devenue plus qu'une avocate, elle était une amie qui pouvait finir mes phrases. J'ai rencontré des artistes grâce au collectif qui m'ont invité dans leur monde, qui n'avaient pas besoin de demander d'où je venais pour comprendre pourquoi je restais éveillée toute la nuit avec une aiguille à la main. C'était ma famille maintenant. Faite non pas de sang, mais de conviction. Et j'étais enfin, pleinement, chez moi. Si vous avez déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, si vous vous êtes battu pour prouver votre valeur dans une pièce où personne n'applaudissait, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Dites au monde comment vous vous êtes relevé. Et si cette histoire vous a parlé, suivez la chaîne. D'autres histoires arrivent. Des histoires de justice, de courage, de trouver sa voie et de refuser de la rendre.